Il est 20h, vous regardez la télévision Futur Média. Madame, monsieur, bonsoir. C'est un plaisir d'être avec vous. Voici tout de suite les titres de cette édition. Ce dimanche 21 novembre, le monde célèbre la journée internationale de la pêche. Au Sénégal, la journée n'a rien d'une célébration pour les pêcheurs. La situation est de plus en plus difficile. Idem pour les femmes transformatrices qui doivent faire face à l'augmentation drastique des usines de farine et d'huile de poisson. Pour l'organisation Greenpeace Afrique, il y a urgence et l'État du Sénégal doit impérativement signer un décret de reconnaissance du métier des femmes transformatrices. Greenpeace Afrique demande également plus de transparence dans la souveraineté, dans la gouvernance du secteur de la pêche, détail en début d'édition. Les populations du village de Yéri enfin approvisionnées en après plusieurs mois sans eau, les habitants de la localité disposent désormais d'un forage de 150 mètres cubes. Reste encore à régler les problèmes liés à l'absence de structures sanitaires puisque pour accoucher, les femmes doivent se rendre dans des localités voisines en charrette. Relance du tourisme au Sénégal. Après plusieurs mois de fermeture, les professionnels du secteur redémarrent enfin leurs activités avec la réouverture des frontières. Les touristes font leur retour au pays. Ce samedi, une opération de nettoyage a été organisée à Saly. Dans ce journal, réaction également des chauffeurs touristiques qui demandent l'octroi d'une licence et un appui financier du gouvernement. Troisième édition du marathon de Dakar. Hier samedi, les athlètes kenyans ont dominé la course avec la victoire de Geoffrey Birgen. Les Sénégalais ont également bien couru sur l'épreuve de 10 km. Ils ont terminé sur la première marche du podium. Le marathon de Dakar, un événement sportif qui a réuni plus de 12 000 sportifs. Voilà pour les titres de cette édition. Restez avec nous, le développement c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média. L'information vient tout juste d'être confirmée. Barthélémy Diaz, officiellement investi candidat de la coalition Yewwi Askan Wi à la mairie de Dakar. C'est à l'occasion d'une cérémonie d'investiture au terrain de Khar Yala en présence des leaders de cette coalition de l'opposition. Barthélémy Diaz qui est donc investi candidat de la coalition à la mairie de Dakar. Une information sur laquelle nous reviendrons plus amplement dans nos prochaines éditions. Je vous le disais, en titre, célébration ce dimanche 21 novembre de la journée internationale de la pêche, un secteur qui connaît de nombreuses difficultés au Sénégal puisque les poissons s'y font de moins en moins nombreux. Pour les femmes transformatrices de poissons, si les temps sont durs, c'est avant tout à cause de la présence de bateaux étrangers. Alors que les revenus de ces dernières dépendent entièrement de la pêche sénégalaise, ces travailleuses demandent le soutien des autorités étatiques. Reportage de nos correspondants à Saint-Louis, Ousseynou Diop et Habib Seck. La journée internationale de la pêche a été célébrée ce dimanche. À Saint-Louis, les femmes transformatrices se sont prononcées pour la première fois pour exprimer leurs doléances. Ces braves dames contribuent considérablement au développement économique du pays. Elles se lèvent très tôt pour venir dans ce site à 2 km de leur lieu d'habitation. Nous sommes les premières arrivées sur le site et nous sommes aussi les dernières dans ce lieu. Parfois, certaines viennent ici à 6 h du matin. Nous travaillons pour nourrir nos familles. Pour ces femmes qui habitent dans les quartiers de Saint-Kiaba, Gokhombaye ou Gendar, le secteur de la pêche ne nourrit plus son homme à cause des multiples problèmes. Dans ce lieu, il y a des milliers de femmes. Mais il faut le dire, nous n'avons pas senti l'aide des autorités. Le gouvernement n'a rien fait pour nous. Le poisson coûte cher et les mareyeurs viennent ici rarement. Ces braves dames de la langue de Barbarie vivent des moments difficiles. Elles ont bien senti la rareté du poisson ces derniers jours. Selon leur porte-parole, les bateaux étrangers sont à l'origine de cette situation. Il n'y a plus de poissons. Parfois, les pêcheurs font plus de 10 jours dans la mer parce que tout simplement, les bateaux étrangers ont pillé toutes nos ressources. C'est pourquoi les femmes transformatrices ne travaillent plus. Aujourd'hui, avec les difficultés rencontrées par les pêcheurs de la ville et la rareté du poisson, les femmes transformatrices vivent des moments difficiles. Sur place, beaucoup d'étals ne fonctionnent plus. Elles sollicitent du coup l'aide du gouvernement.
Présence de bateaux étrangers, mais ce n'est pas tout. D'après le réseau des femmes de la pêche artisanale, la prolifération des usines de transformation de poissons et le manque de financement sont également à l'origine de leurs difficultés. Pour ces femmes, l'État doit réguler l'implantation de nouvelles usines qui leur font une concurrence déloyale. Je vous propose de suivre ce reportage. Il est signé Dongoka et Asmelik Diop. La journée mondiale de la pêche est célébrée dans un contexte difficile pour les femmes transformatrices de poissons. Le réseau des femmes de la pêche artisanale indexe surtout la pandémie de Covid-19 comme l'origine de leurs soucis. Nous sommes confrontés à énormément de difficultés parce que la pandémie a posé beaucoup de problèmes par rapport à notre travail. Nous ne voyons plus de poissons avec la raréfaction de la ressource. C'est difficile d'avoir des produits, mais aussi c'est difficile de vendre le peu de produits que nous avons. L'accès à la ressource est un problème, mais l'autre facteur qui corse la crise dans le secteur de la pêche est l'inaccessibilité au financement, lesquels doivent permettre aux femmes transformatrices de maintenir leur activité. L'autre aspect, c'est le problème de manque de financement, parce qu'il y avait la forte concurrence entre nous et les usines par terre. Donc, s'ils laissent cette organisation aussi importante en rade, peut-être il sait les raisons. Face à une telle situation, l'État est invité à prendre des mesures au profit du secteur. L'autre problème qui nous handicape et qui tend même la disparition de notre métier, c'est les usines de farine de poisson. Comment la population est là et on n'a pas vu suffisamment de poissons. Nous qui habitent dans la littorale, si on voit le poisson, mais ceux qui sont dans les régions les plus reculées du Sénégal ne voient même pas du poisson. Donc ils ont droit à manger du poisson. La présence des navires industriels dans les eaux sénégalaises est aussi dénoncée. L'espèce pélagique est surexploitée même, plus que même surexploitée. Pour bien gérer les ressources, il faut qu'on applique la réglementation. Il faut qu'on diminue les licences de pêche. Pour les acteurs, l'État doit afficher plus de fermeté envers les bateaux étrangers qui causent d'énormes difficultés au secteur de la pêche. La journée internationale de la pêche célébrée dans un contexte compliqué donc au Sénégal, et d'ailleurs Greenpeace Afrique a publié un communiqué de presse que je m'apprête à vous lire. Le monde célèbre la journée mondiale de la pêche dans un contexte marqué par la rareté des ressources halieutiques et les menaces sur les emplois et la sécurité alimentaire de milliers d'acteurs en Afrique de l'Ouest. À l'occasion de la journée mondiale de la pêche, Greenpeace Afrique demande la signature du décret de reconnaissance du métier des femmes transformatrices par l'État du Sénégal, l'arrêt des usines utilisant du poisson frais pour produire de la farine et de l'huile, plus de transparence dans la gouvernance du secteur de la pêche, à commencer par la publication de la liste des navires de pêche industriels autorisés au Sénégal, une gestion efficace et durable des stocks de poissons partagés par les pays côtiers en Afrique de l'Ouest. Un communiqué donc de Greenpeace Afrique publié ce dimanche 21 novembre à l'occasion de la journée mondiale de la pêche. Nous reparlons à présent de ce communiqué de la police nationale publié il y a quelques jours. Un communiqué pour rappeler aux Sénégalais que le port de la tenue des forces de l'ordre est interdit et puni par la loi. D'après la police nationale, plusieurs individus ont été surpris alors qu'ils portaient des cagoules et des uniformes réservés aux forces spéciales. Pour le colonel Bakary Koné, cette mise en garde de la police arrive à point nommé. Des gardes du corps interrogés ont également donné leur avis sur ce communiqué. Réaction dans ce reportage, il est signé Habib Faye, Modou Diop et Mardia. Dans son communiqué, la police met en garde les porteurs de cagoules et individus qui arborent des tenues et attributs dédiés aux forces de défense et de sécurité. Une mise en garde qui vient à son heure selon ce colonel à la retraite. C'est une réalité que nous avons toujours déplorée et il faudrait faire en sorte qu'on puisse distinguer qui est policier, qui est gendarme et qui est agent de sécurité ou agent participant à la prochaine approche de personnalité. Au Sénégal, le gardiennage est régi par un décret de 1966. Et ce décret encadre l'emploi des armes et munitions. Et il faudrait également que les sociétés de gardiennage qui sont au Sénégal soient aux normes.
Cette volonté de la police d'assainir le milieu de la sécurité rapprochée est plus que partagée par les acteurs concernés. Jamais au plus grand jamais, on ne peut pas avoir les mêmes limites que l'État, ni la police, ni la gendarmerie. Quel que soit nos niveaux d'études, on ne peut pas être les mêmes limites. Ouais. Cagoule là, c'est interdit. Les cagoules, les gilets pare-balles, les holsters, c'est réservé spécialement au service de forces de l'ordre. La sécurité rapprochée, une activité très en vogue dans ce contexte politique. Toutefois, la profession doit s'exercer dans la légalité. Les personnes qui sont en cagoule, c'est facile de les identifier parce que chaque fois qu'il y a des manifestations, vous voyez que les gens sont toujours encagoulés avec des gilets pare-balles alors que ce n'est pas normal. Il faut sanctionner. Réellement, il faut fonctionner. Chaque règlement, il y a des sanctions. Il faudrait nécessairement donc que la police et la gendarmerie, chacune dans son secteur de compétences, puissent faire valoir ses prérogatives en interpellant les gens qui sont en tenue ou qui sont encagoulés et les ramener à l'ordre ou en tout cas les amener au niveau des commissariats et brigades de gendarmerie et faire ce qu'il y a à faire. Alors que la campagne électorale se profile à l'horizon, les hommes politiques tentent de renforcer leur sécurité avec le recrutement d'agents. Cependant, ces derniers sont appelés à plus de professionnalisme. Abris provisoires, manque de tables-bancs à Boki-Diaoué. Les établissements scolaires ont besoin de plus de moyens pour permettre aux élèves de la localité d'étudier dans de bonnes conditions. Sur place, les enseignants demandent de l'aide afin de soulager les enfants qui s'assoient à 5 sur une seule table-banc. Reportage de notre correspondant dans la région de Matam, Ali Bandelnian. Triste sort pour les élèves des différents établissements scolaires de la ville de Boki-Diaoué. Les enfants suivent les cours dans des abris provisoires. Dans ces écoles élémentaires et secondaires, le manque de tables-bancs rend les apprentissages plus que compliqués. La situation est beaucoup plus alarmante à l'école franco-arabe. Une école qui vient d'être pourtant de nouvelles salles de classe construites par le maire de Boki-Diaoué. Oui, nous vivons dans des conditions très précaires, comme vous l'avez si bien dit, Ali. D'ailleurs, il y avait 3 abris provisoires dans l'école. Lorsque je suis venu, j'ai pris la direction, j'ai photographié les abris provisoires, je les ai envoyés au maire. Et automatiquement, le maire Khalil Ouagé a réagi et il nous a offert 2 salles de classe. C'est un secteur clé, l'éducation, comme nous le savons tous. Parce que apprendre dans un abri provisoire, ces difficultés, il faut être enseignant pour vraiment les découvrir. Donc quand vous avez ces 2 salles de classe que le maire Khalil Ouagé a construit pour l'école FA de Boki-Diaoué, c'est vraiment un ouf de soulagement pour l'école. Donc tous ceux qui aspirent à diriger cette commune, ils n'ont qu'à suivre l'exemple du maire et penser à nos écoles, penser à nos enfants. Si vous voyez ces tables-bancs sur lesquels sont assis ces enfants, vous savez que c'est des conditions extrêmement difficiles et ce sont des enfants de la première étape qui apprennent à écrire. Donc écrire dans ces conditions n'est vraiment pas une chose facile. Et si on a lancé un appel, mais jusqu'à présent c'est des promesses. Mais nous nous focalisons sur les fils du village. Surtout les politiciens qui aspirent à diriger cette commune. De nouvelles salles de classe, mais les élèves et leurs enseignants sont encore loin du bout de leur peine. Dans cette localité, les responsables des associations des parents d'élèves passent leur temps chez les menuisiers, histoire de reprendre les vieux tables-bancs sur lesquels les enfants s'assoient à plus de 5. Et puis direction le village de Yéri, une localité située dans le département de Mbaké depuis plusieurs années. Les populations d'Yéri ont souffert d'un manque d'approvisionnement en eau potable, une situation difficile qui poussait les femmes du village à parcourir des dizaines de kilomètres pour trouver de l'eau. Désormais, les populations d'Yéri vont pouvoir vivre presque normalement puisqu'un forage de 150 mètres cubes vient d'être construit. Reste désormais à régler les problèmes liés à l'absence de structure sanitaire. Reportage de nos correspondants Pape Balagay et Tala Samba. Situé à environ 30 km de Mbaké, Yéri dans la commune de Ngaï retrouve le sourire. Resté des années à parcourir des kilomètres à la recherche de liquide précieux, l'installation du nouveau forage est une aubaine pour les populations. C'est une opportunité de développement, comme l'a si bien dit la présidente du groupement des femmes. Sans eau, on ne vit pas. Avec le liquide précieux, on peut se laver, faire le linge, nos ablutions, de même qu'abreuver le bétail. Ce geste peut faire des miracles pour le président Macky Sall et son gouvernement.
gouvernement. Toutefois, la qualité de l'eau reste à améliorer, ajoute-t-il. Le forage est là, mais l'eau n'est pas aussi potable que ça. Les enfants font 3 à 4 km à bord de charrettes pour obtenir de l'eau de qualité, avec tous ces lots de conséquences. Autre inquiétude, l'accès aux soins. Biram Ngom, présidente du groupement des femmes de Yéri, alerte sur les difficultés rencontrées par les femmes lors des évacuations vers Mbacké. Que nous sommes évacués vers les structures de santé quand nous tombons malades ou nous devons accoucher. Les enfants ne vont plus à l'école d'ailleurs, faute de place à la case des tout-petits. Le forage d'une capacité de 150 mètres cubes et d'une hauteur de 20 mètres financé par la Banque mondiale et l'État du Sénégal sous la direction de l'AFOR va polariser plus de 20 villages de la commune de Ngaï. La refondation politique et intellectuelle de la société avec quels acteurs? C'est le thème du 4e congrès du Parti de l'Espoir et du Progrès. D'après son président, il est temps de réfléchir sur cette refondation. Plusieurs intellectuels vont participer au débat. Écoutons le président du Parti de l'Espoir et du Progrès. Il est au micro d'Alassane Ba. Ce 4e congrès se tient autour d'une thématique laquelle est déclinée comme suit: la refondation intellectuelle et politique du Sénégal. Avec quel cadre? Vous savez, avec tout ce qui s'est passé dans ce pays, qui n'honore pas l'exercice démocratique, avec les dérives verbales, avec le délitement de langage politique, avec le dépérissement des valeurs, il était temps qu'on refonde, qu'on réfléchisse ensemble sur la refondation intellectuelle du pays et la refondation politique du pays pour que de nouvelles pratiques plus civilisées, plus à même de mobiliser les gens autour d'idées fortes. Parce qu'on dit quand les idées s'emparent des masses, disait Marx, elles deviennent des forces matérielles. Mais vous comprenez avec moi que ce qui se passe dans ces pays-là, avec les injures, les violences, l'attaque verbale sans cesse, avec la diffamation, disons même les secrets de l'État sont divulgués, un tel pays va à la dérive. Randonnée pédestre de l'amicale du comité départemental de développement de Bounkiling, une initiative qui a pour objectif de sensibiliser les populations sur la citoyenneté, sur le civisme, sur la vaccination également contre la pandémie du Covid-19, mais également sur la protection de l'environnement. Je vous propose de revenir sur cet événement avec nos correspondants Bakary Conté et Khalid Diamé. Cette randonnée pédestre est une occasion d'échanger et de lancer des messages de sensibilisation sur des questions d'actualité qui impliquent la participation citoyenne. Comme vous pouvez le constater aussi, on est dans un contexte de pandémie de Covid-19. On en profite pour lancer des messages de sensibilisation, notamment sur la vaccination, mais également d'autres messages qui touchent l'actualité, notamment la protection de l'environnement, mais également les activités citoyennes, la citoyenneté, le civisme, parce qu'on est là pour le développement et tout ça, le développement ne peut avoir lieu que dans une harmonie, dans une paix durable, mais également dans une parfaite entente entre toutes les couches, également entre l'administration et les administrés. L'amicale du comité départemental de développement de Bounkiling invite aussi les populations à prendre le vaccin contre la Covid-19. C'est l'occasion de communion avec la population. C'est l'occasion également de faire passer des messages, parmi lesquels l'invitation à la population d'aller se faire vacciner pour se préserver contre cette fameuse pandémie. C'est vrai que le Sénégal a enregistré des résultats heureux en ce moment, mais il faut toujours prévenir. Alors donc, je trouve que vraiment l'amicale a eu l'excellente idée d'avoir organisé cette randonnée. Les organisateurs ont salué la forte mobilisation des populations. Nous en sommes à la 2e édition. Et je remercie aussi toute la population de Bounkiling, les jeunes, les femmes, les adultes, les fonctionnaires et tous les chefs de service, mais également ceux qui nous ont permis de réussir. Et je pense que la réussite de cette première édition qui nous a encouragés pour encore
penser à la deuxième. Bounkiling, frontalier à la Gambie, est un département très touché par le phénomène de la coupe abusive de bois. Bassassène, préfet du département, demande aux populations de dénoncer les trafiquants, une manière de protéger l'environnement. Et puis après cette marche, nous parlons de course avec la 3e édition du marathon de Dakar. Hier samedi, les athlètes kenyans ont dominé la compétition avec la victoire de Geoffrey Birgen. Les Sénégalais ont également bien couru sur l'épreuve de 10 km. Ils ont terminé sur la première marche du podium. Retour sur le marathon de Dakar, un événement sportif qui a réuni plus de 12 000 athlètes. C'est un compte-rendu signé Pape Faraning et Amadouba. Les Kenyans, intraitables encore une fois, ils ont remporté le marathon de Dakar. Geoffrey Birgen en 2h16 minutes 46 secondes, suivi de ses deux compatriotes, Chebi Douglas et Luc Kibé. Mais le Sénégal n'est pas en reste. Adam Abba a remporté les 21 km. 40 minutes et 3 secondes. Un pensionnaire de l'ASFA a battu aussi ses concurrents à l'épreuve de 10 km. Lors de ce marathon, le handisport sénégalais a aussi triomphé. Il n'y avait pas trop de montée, c'est juste des descentes. C'est ça, ça m'a vraiment arrangé. Mais sauf que comme j'ai dit au départ, on était trop nombreux et j'étais derrière. Pour boucler les 3 premiers kilomètres, c'était difficile pour moi, il y avait trop de gens devant moi. C'est ça qui m'a fait perdre le temps. Nous, on prépare la saison comme mon coach Pape Saint, le directeur technique, a dit, va t'amuser, le reste on verra après. Une organisation réussie malgré les 12 000 participants à cette 3e édition. C'est une réussite, je peux vous dire qu'on ne s'attendait pas à avoir une volonté des Sénégalais et des Sénégalaises de s'inscrire à la fois hier et aujourd'hui. Le semi, mais c'était... Alors, hier c'était la marche rouge, aujourd'hui c'est la marche blanche. Bon, c'est vrai, le marathon il y en a un peu moins. Le semi, mais le 10 km, c'est incroyable. Incroyable. Et puis cette volonté de voir partir. En fait, ils voulaient partir avant le départ. On essaiera d'améliorer ça aussi pour la prochaine fois. Mais tous ces jeunes qui sont mobilisés, je pense qu'il fallait faire. Et c'est là que nous avons tous les deux avec Monsieur le Ministre. On est heureux d'avoir pris la décision de le maintenir pour cette année parce qu'on a vu l'engouement des Sénégalaises et des Sénégalais et c'est ça qui nous fait plaisir. Le 3e marathon de Dakar a aussi vu le sacre chez les dames de Nima Kamara en remportant les 10 km. Les Gambiens Moumoudouba et Sempre Gomez ont pris respectivement 2e et 3e à l'épreuve de 10 km. C'est les hommes. Alors qu'il accueillera les Jeux Olympiques de la jeunesse en 2026, le Sénégal n'entend pas faire dans la figuration. Hier, samedi, le président du CNOS, Mamadou Diania Ndiaye, a remis la flamme olympique au président de la République. Une cérémonie lors de laquelle le chef de l'État a promis de soutenir les athlètes sénégalais en leur octroyant des bourses pour les Jeux Olympiques de la jeunesse prévus en 2026. Le président Macky Sall veut des médailles pour le Sénégal, chose qui n'a pas eu lieu depuis 1988 à Séoul. Souvenez-vous, c'était grâce à la performance d'Amadou Dia aux 400 mètres haies. Retour sur cette cérémonie, c'est avec Marcel Farba Maroun. Nous allons obtenir dans 2 mois notre premier stade olympique à Diamniadio. Il sera vraiment le stade le plus beau d'Afrique. On pourra le dire sans vraiment se tromper. Et qui permettra aussi à côté d'avoir une annexe où nous aurons une piste d'athlétisme, mais également d'autres terrains d'entraînement. À côté de Dakar Arena, nous aurons là des complexes sportifs vraiment pour tous les sports collectifs et cela est dédié à la jeunesse. Je serai aux côtés du président Diania Ndiaye et du CNOS ainsi que de toutes les fédérations pour préparer les athlètes, préparer les encadreurs, les accompagner afin de faire de Dakar 2026 un moment important de rencontre pour la jeunesse mondiale, mais également de consécration pour la jeunesse sénégalaise et africaine. Et donc nous allons nous employer à organiser des bourses et des stages pour les athlètes.
Les Jeux Olympiques de la jeunesse de 2026 qui se dérouleront donc au Sénégal. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente suite des programmes sur la télévision Futur Média.